J'ai vraiment l'honneur de pouvoir animer cette table ronde qui s'intitule Sois jeune et tais-toi, du nom aussi de notre université d'Automne. Sois jeune et tais-toi, un des slogans des années 68, du mouvement des 68, pour exprimer le ras-le-bol d'être réduit à une catégorie d'âge infantilisée et discréditée. Être jeune, comme ça a pu être dit hier, c'est se construire en tant qu'adulte, étudier pour son avenir, chercher difficilement un emploi, chercher tant bien que mal un logement pour être autonome, digne et s'émanciper. C'est finalement, c'est surtout obtenir les coches, les codes, les signes extérieurs d'un adulte. Et en entendant, qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse, souvent, en fait, je dis la jeunesse et pas les jeunes, parce que la jeunesse, c'est souvent le ministère de la jeunesse, et c'est pas le ministère des jeunes, mais bien de la jeunesse. Et la jeunesse est vue comme un groupe unique qui est pris entre deux mouvements. D'un côté, une absence d'indépendance, comme je disais, économiquement, notamment, qui, aux yeux du monde adulte, peut la rendre illégitime à s'exprimer avec des remarques comme « quand tu travailleras »,« quand tu auras ton logement »,« quand tu seras parent », pour justifier le discrédit de la parole portée. Et puis aussi les jeunes qui sont pris dans des désirs et des aspirations à des changements, à une vie, à un monde à construire, et donc forcément un questionnement du monde, du mode de vie, de la manière d'être et des codes de la société qui est souvent vu comme idéaliste, utopiste ou très généralement déconnecté de la réalité, qui donc traduit finalement une parole de la jeunesse une nouvelle fois décrédibilisée. Tout cela est très bien documenté et bien mieux dit dans le livre de Salomé Saké, dont le titre est également « Sois jeune et tais-toi ». Mais en dehors de ces mouvements pour la jeunesse, il y a vraiment une vision des jeunes et de la jeunesse qui se traduit finalement par la vision que peut en avoir l'État, les services publics. Et c'est un peu l'objet aussi de notre table ronde, c'est-à-dire quelles sont finalement les politiques, de manière générale, à destination de la jeunesse, qu'est-ce que cela traduit de la vision de la jeunesse par le pouvoir. Ça se traduit aussi, et c'est pour ça aussi la partie tais-toi, c'est un peu aussi comment la jeunesse est mise au pas finalement, comment elle est perçue de plus en plus dans un moment de mettre au pas la jeunesse, la rendre obéissante et la forcer d'une certaine manière, ou de multiples manières, à rentrer dans les codes de la société et dans le respect de l'autorité de l'État. Alors ces dernières années, évidemment, et je pense que ça reviendra plusieurs fois dans notre conversation, mais il y a effectivement le SNU, Service National Universel, contre lequel la LDH s'est soit beaucoup mobilisée contre, ou en tout cas pour une profonde réforme de à quoi servirait réellement un vrai service national universel. On pense aussi, en dehors de ces codes-là, à la logique de l'approche de différents types de jeunesse en termes de gestion de ces jeunes-là. Je pense notamment à des jeunes qui se mobiliseraient dans des lycées et dont l'image, notamment à Mantes-la-Jolie, des jeunes lycéens et lycéennes à genoux entourés de policiers, a vraiment marqué les esprits et a beaucoup choqué. Et d'ailleurs, c'est l'image qui sert aussi en termes visuels à notre université d'Automne. Mais il y a aussi les jeunesses et les jeunes des quartiers qui sont accusés de traîner, quand c'est encore gentil, mais surtout de générer de l'insécurité ou d'être à l'origine des trafics, qui est finalement une jeunesse délinquante et uniquement associée à cette délinquance. Et donc finalement, ces différents jeunes se posent la question de comment, comment sont-ils traités par les forces de l'ordre, et finalement, comment sont-ils aussi traités par les tribunaux et la justice. C'est l'objet
de notre table ronde finalement. Donc on a la chance d'avoir 3 intervenants et intervenantes qui vont pouvoir expliquer tout ce contexte-là. Dans un premier temps, Jean-Claude Richet, qui est historien, spécialiste de l'éducation populaire et des politiques de la jeunesse, qui va nous présenter le contexte des politiques à destination de la jeunesse et de leur évolution notamment, mais pas que, de ce qu'elle traduit aussi de la perception de la jeunesse. Ensuite, on a Théophile Barbu, qui est ligueur dans la section Paris 12e, mais qui est aussi écrivain public et qui a notamment accompagné beaucoup et pu constater comment se déroulait toute l'action des forces de l'ordre en matière de verbalisation et d'amende forfaitaire aussi des jeunes qui seraient dans l'espace public, et donc d'une forme de harcèlement policier à l'encontre de certains jeunes en particulier et des jeunesses des quartiers. Et enfin, Evelyne Sirmarin, alors magistrate, vice-présidente de notre belle LDH, et qui va, elle, aborder la question de la justice des mineurs et qui va un peu expliquer aussi quelle vision cela traduit, cette justice à destination, à la fois contre et pour les mineurs, et expliquer quel contexte il y a derrière. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'être très attentifs et attentifs. On va pouvoir commencer et je ferai évidemment attention au temps et les temps de questions, au cas où vous n'étiez pas là hier. Les temps de questions arriveront à la fin des présentations et il restera suffisamment de temps pour discuter. Je vous remercie. Donc Jean-Claude, je t'en prie.